Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'instant décryptage fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, la loi fondamentale en vigueur en République du Bénin depuis 1990, dans l'une de ses dispositions, exige des gouvernants la création pour les populations de conditions décentes de vie, une disposition qui passe par la création des infrastructures socio-communautaires, la formation du personnel adéquat qu'il faut pour gérer ces différentes infrastructures socio-communautaires. Et ce fait que depuis 27 ans que cette loi fondamentale est en vigueur dans notre pays, le Bénin, l'application de cette disposition souffre de beaucoup de légèreté, de nombreuses légèretés. Vous allez comprendre avec les cas d'école qu'on va évoquer dans ce numéro de fer croisé autour du thème infrastructures socio-communautaires à Parakou et à Pereret. Les hommes politiques sèment la pauvreté. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Belantin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Tout ceci est le fruit d'une investigation et qui, ma foi, a été impulsée par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. OSIWA qui est un organisme, donc, comme vous le constatez, qui donc vient en aide aux journalistes béninois pour pouvoir mener des investigations. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous restituer des travaux dans ce sens. Et c'est Monsieur Aziz Badarou, journaliste d'investigation à Le Matin, qui donc a mené à Matin Libre, pardon, c'est pas Le Matin, mais plutôt Matin Libre. Et donc, il est avec nous, c'est lui qui a fait le travail et nous le recevons pour quelque peu pénétrer les réalités de ce travail. Monsieur Aziz Badarou, bonjour. Bonjour, cher confrère Peggy Ludovic Dagba, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, ce travail, comment vous avez décidé de réaliser ce travail sur les infrastructures socio-communautaires à Parakou et à Pereret? Merci beaucoup, et Peggy Ludovic Dagba, merci à Tranquillin de me recevoir sur ce plateau pour parler de cette investigation que nous avions menée dans deux communes du Borgou, la commune de Parakou et celle de Pereret. Alors, pourquoi cette investigation sur les infrastructures de base? Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis aujourd'hui que l'accès aux services sociaux de base reste l'un des trois principaux indicateurs d'évaluation du niveau de pauvreté dans les pays en voie de développement comme le Bénin. Alors, plusieurs rapports existent, plusieurs rapports ont été déposés par les organisations internationales et qui démontraient déjà qu'il y a certaines localités qui sont délaissées par rapport à ces infrastructures de base-là, alors que nous assistons à une concentration des 10 infrastructures dans d'autres localités. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous allez dans certaines localités du Bénin aujourd'hui, il suffit simplement de faire qu'une femme enceinte fasse 1, 2, 3 pas et qu'elle est déjà dans un centre de santé pour se prendre en charge. Mais malheureusement, dans d'autres localités, il faut que la femme enceinte fasse près de 10-15 km avant d'atteindre une unité villageoise de santé. Je ne parle pas encore de centre de santé, c'est juste une unité villageoise de santé. Alors, pourquoi cette injustice, pourquoi ces inégalités sociales? Il fallait aller comprendre alors quels sont les critères qui permettent de choisir les localités qui bénéficient des infrastructures de base. Ce n'est pas qu'on n'en construit pas, on en construit suffisamment. Mais pourquoi d'autres sont délaissés au détriment d'autres? Donc, il fallait aller comprendre. Voilà ce qui a motivé le choix du sujet de cette enquête-là. Alors, après la première phase ici à Cotonou. C'est-à-dire que vous avez été, touché par cette, inégalité dans certains cas, dans certaines villes, ou bien c'est venu comme ça? C'était ça, M. Peggy Ludovic, j'ai été personnellement touché par ce constat d'abord. Il faut aussi souligner que beaucoup de choses se disent, beaucoup d'efforts se font consentir et on dit toujours c'est contre la lutte et c'est pour la lutte contre la pauvreté. Mais juste là, nous sommes toujours au point mort. La pauvreté, on ne peut pas arriver à bannir la pauvreté du Bénin tant qu'on ne va pas régler ces questions d'inégalité sociale. Tant que toutes les populations n'auraient pas un accès équitable à ces services sociaux de base, on ne pourra pas finir avec la pauvreté ici au Bénin. Il faut d'abord se demander d'où est parti le PSCCC, le projet des services décentralisés conduit par les communautés. Pourquoi c'est conduit par? Pourquoi les communautés même sont au cœur de la réalisation des infrastructures? Est-ce qu'il y a une prise de confiance envers les conseils communaux? La question reste toute posée. Puisque aujourd'hui,
on se rend compte simplement qu'il y a certaines localités qui sont délaissées dans la réalisation de ces infrastructures-là. Et comme je vous l'ai dit, nous avons commencé le travail ici à Cotonou, la phase de documentation et de rencontre des personnes ciblées. L'enquête a pris au total durant environ 3 mois. Puis nous avons mis le cap maintenant sur les 2 communes pour aller au contact de la réalité. Notre premier point qu'il fallait vérifier, c'était quels sont les critères de choix. Et nous avons très vite compris que tout se jouait en fait au niveau des documents de planification. Je vais revenir par rapport à quelques disparités que nous avions observées sur le terrain, oui, dans quelques instants avec vous. Donc, tout se jouait pratiquement au niveau des documents de planification. Quand je parle de documents de planification, je parle du plan de développement communal qui est quinquennal et du plan de développement communal sont estipés chaque année des planifications sur le PAI, le plan annuel d'investissement, la stratégie communale en éducation, le plan communal eau, etc. Alors, c'est au niveau de l'élaboration de ces documents de planification qu'on détermine les sites, c'est-à-dire les localités qui doivent abriter les prochaines infrastructures à réaliser. Alors, comment est-ce que ça se passe? Au début, ce sont les techniciens qui sont envoyés sur le terrain pour aller faire l'état des lieux, pour aller faire le diagnostic. Et pour valider le travail, ce sont les élus locaux, les hommes politiques, les acteurs de la société civile qui sont mobilisés pour pouvoir valider le travail. C'est le conseil communal seulement ou bien il y a d'autres? Il y a la loi même prévoit que les acteurs de la société civile soient associés. D'accord. Voilà, donc tout le monde est associé. Donc la population est associée. Voilà, la population est associée, mais la population n'a pas un pouvoir décisionnel. Voilà, donc ce sont les élus du conseil communal qui ont le pouvoir de décider. Alors c'est à ce moment que tout se joue. On influence le travail des techniciens. Et le chef service technique de la commune de Péarel nous a clairement dit que le problème existe, mais que cela ne fait que biaiser le travail que les techniciens font sur le terrain. Alors aidez-nous à comprendre ceci. Comment on influence et qui influence? Je veux parler bien sûr des élus locaux, des hommes politiques de la commune. En fait, lorsque les techniciens reviennent et disent par exemple maintenant que dans telle localité, il faut qu'on envoie cette année au moins une école primaire dans cette localité. Et si au cours de l'année, il est prévu simplement 3 écoles primaires à construire dans toute la commune, les élus locaux se mettent maintenant à se chamailler et chacun doit peser de son poids pour avoir une école dans sa localité. Et malheureusement, lorsque la localité qui est ciblée pour bénéficier de cette infrastructure n'a pas un élu au sein du conseil communal, c'est qu'il ne bénéficie plus de cette école. Cette école est envoyée dans une autre localité au nom de la politique. D'accord. Lors de l'élaboration des documents de planification, qui coiffe les séances? Qui dirige les séances? Qui est le numéro 1 de ce processus? Bon, le numéro 1 du processus, vous le savez très bien, ça ne peut qu'être le maire de la commune, le chef du conseil municipal. Puisque toutes les décisions sont prises au sein du conseil municipal, donc c'est le conseil communal qui décide, c'est le chef qui coiffe tout, c'est le maire de la commune qui coiffe toutes les décisions. Quand vous parlez d'influence, puisque les participants, en tout cas, estiment qu'à un moment donné, ils sont influencés. Cette influence est-elle liée à la coloration politique du maire ou des conseillers? Exactement, cette influence, il faut dire, bon, d'abord, pour être maire, il faut avoir le plus grand nombre de conseillers. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette influence, le maire milite pour que des infrastructures aillent dans sa localité. La plupart des conseillers également pèsent de leur poids pour que des infrastructures aillent dans leur localité également. Et là, je pense que lorsqu'on a rencontré le chef service technique de la commune de Péarel, il nous avait fait savoir tout simplement qu'avant, pour pouvoir corriger cette disparité qu'ils observent aujourd'hui, qu'eux, ils ont décidé à leur niveau. Et ils ont prévenu maintenant tous les élus qu'ils peuvent exercer de l'influence à un seul niveau, au niveau de l'élaboration des documents de planification. Ils doivent peser de leur poids pour avoir des infrastructures pour leur localité. Alors nous nous sommes demandés à ce niveau-là, et les localités qui n'ont pas d'élus locaux au sein du conseil communal, que deviennent ces localités-là? Alors, sur la question, moi je voulais savoir un peu, est-ce qu'il n'y a pas de critères clairs, définis, sur la base, en tout cas, des différents problèmes, des différentes localités, qui permettent vraiment au conseil communal de faire les choix qu'il faut? Parce que là, on a comme l'impression que chacun y va de son poids, chacun y va de son influence, et finalement, les localités qui n'ont personne, qui n'ont pas d'élus,
eh bien, sont laissés pour compte. C'est justement le problème, M. Begui. Les critères sont bien déterminés et les techniciens vont sur le terrain, reviennent et partager avec le conseil communal les réalités du terrain. Mais malheureusement, nous sommes dans un environnement où l'homme politique est tenu de satisfaire à certains engagements pris lors des campagnes électorales. Lorsqu'on revient et qu'on dit que telle localité est dans le besoin d'un centre de santé ou bien d'une école, si cette localité n'a pas de conseil communal qui puisse peser de son poids, la localité ne pourra pas en bénéficier malheureusement. Mais que fait le maire alors? Le maire est là pour ceux-là, pour les plus démunis, pour les plus faibles. Écoutez, les élections sont dans 3 ans, dans 4 ans à nouveau, et c'est sur ce bilan que les hommes politiques se disent qu'ils sont évalués. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre localité? C'est sur ce bilan qu'ils se disent qu'ils sont évalués. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils se disent peut-être contraints d'influencer d'une manière ou d'une autre ces travaux des techniciens pour que leur localité puisse bénéficier des infrastructures sociales de base. Voilà un peu le problème qui se pose dans la plupart des communes que nous avions visitées dans le cadre de cette enquête-là. Les prérogatives, en tout cas dévolues à l'État central, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ont été décentralisées avec le processus de la décentralisation. Vous évoquez, en tout cas, les processus d'élaboration des documents par les collectivités locales, la part de l'État central. Parce que les meilleures infrastructures, par exemple, je prends le cas des centres de santé, la plupart des grands centres de santé, c'est réalisé, ils sont réalisés par l'État avec beaucoup de millions, de milliards. Mais au niveau des collectivités locales, le même problème, c'est le manque de moyens. C'est vrai qu'il y a les partenaires techniques et financiers qui accompagnent certaines mairies, mais l'État central, quelle est sa part au niveau de la réalisation de ces infrastructures? Il faut dire, voilà, nous avions amorcé, comme vous l'avez dit, le processus de décentralisation depuis quelques années au Bénin. Ça veut dire qu'il y a une part de pouvoir qui est laissée maintenant aux collectivités locales de pouvoir prendre des décisions concernant la réalisation des 10 infrastructures sociales de base. Il faut dire au niveau des formations sanitaires, le problème ne s'est pas trop posé comme au niveau des écoles. Au niveau des écoles, au niveau du secteur eau. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui la commune de Parakou, par exemple, aujourd'hui, c'est la commune qui a la meilleure couverture sanitaire du pays, avec un taux proportionnel à celui exigé par l'OMS et qui est même au-delà du taux au plan national. C'est la commune qui a la meilleure couverture sanitaire. Mais allez demander pourquoi aujourd'hui seulement 3,5% de la population de Parakou ont accès à ces services sociaux de base-là, malgré toute cette meilleure couverture sanitaire. Allez comprendre simplement qu'il y a raison, vous qui étiez sur le terrain. Voilà, cela démontre clairement qu'il y a une disparité dans la répartition de ces infrastructures sociales et de ces formations sanitaires, puisqu'elle est dominée par des formations sanitaires privées. La plupart des formations sanitaires à Parakou sont des formations sanitaires privées. Donc, on observe toute une disparité qui fait qu'à peine 3,5% de la population de Parakou ont accès à ces... Comment expliquer ça? La ville de Parakou, c'est quand même une ville à statut particulier et qui, ma foi, a peut-être les mêmes problèmes ou les mêmes, on va dire, opportunités que Cotonou, Porto Novo. Mais comment expliquer que les infrastructures socio-sanitaires soient pratiquement inexistantes? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le problème, ça se joue toujours au niveau des documents de planification, puisqu'on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire, voilà, on va implanter chez moi une infrastructure sanitaire. C'est déjà planifié depuis le début. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, tout s'influence, tout change au fil du temps, tout change selon les intérêts des hommes politiques. Donc, je pense que même ce n'est pas seulement au niveau du secteur de la santé que le problème se pose au niveau de la commune de Parakou. Lorsque vous prenez également le taux de décès en eau potable, et déjà en 2014, on a 16,2% dans le premier arrondissement et 6% dans le troisième arrondissement comme taux de décès en eau potable. Mais que répond le maire par rapport à ça? Bon, nous avions essayé par tous les moyens de rencontrer le maire. Nous n'avions pas pu le rencontrer. Vous savez très bien que les principales difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes au Bénin, c'est l'accès à l'information. Donc, on n'a pas pu rencontrer le maire. On a tenté tous les coups pour pouvoir le rencontrer. Ça n'a pas été... Et les adjoints? Bon, on n'a pas pu rencontrer également les agents, puisque quand on les a contactés, ils nous ont
le premier adjoint par l'intermédiaire du chef cellule de communication qui nous a demandé de rencontrer le chef service planification pour plus d'informations. Donc, c'est le chef service planification qui s'est beaucoup mis à notre disposition pour qu'on puisse avoir toutes ces informations-là. Alors, parlons un peu du visage des disparités observées. Quand nous prenons la ville de Parakou, quelles sont les disparités? Quelle est la situation sur le terrain? Moi, je pense que j'ai déjà commencé par parler déjà de la disparité au niveau du secteur de l'eau. Le taux de décès en eau potable qui est déjà de 16% dans le premier arrondissement et 6% dans le troisième arrondissement et à peine 8% dans le deuxième arrondissement. Et lorsque vous prenez également la plupart, selon l'ISIB, l'indice synthétique d'accès aux infrastructures de base, vous avez au moins plus de 10 villages ou quartiers de la commune de Parakou qui sont dans l'extrême pauvreté avec 7 au moins dans le premier arrondissement. Sur les 10 villages qui sont dans l'extrême pauvreté dans la commune de Parakou, 7 sont du premier arrondissement. Alors, lorsque vous faites un tour également dans la commune de Père-Arain, c'est là qu'on a observé beaucoup plus de disparités parce que sur les 17 formations sanitaires de la commune de Père-Arain, vous avez plus de 33% du personnel qui est concentré au niveau de l'arrondissement de Père-Arain seul. Et à la rentrée 2015-2016, Père-Arain compte 12 collèges d'enseignement général. 5 sont dans l'arrondissement de Guinagourou, 3 dans l'arrondissement de Niensi. Ça fait 8 déjà pour 2 arrondissements, alors que la commune compte 6 arrondissements. Alors, vous avez, pendant que l'arrondissement de Guinagourou compte déjà 5 collèges d'enseignement général, l'arrondissement de Pané n'en dispose même pas d'un seul collège d'enseignement général. Lorsque vous prenez également au niveau des forages, des forages dans la commune de Père-Arain, vous avez 223 forages dans la commune de Père-Arain. L'arrondissement de Niensi et l'arrondissement de Guinagourou prennent 45 et 23, ça fait déjà environ près de 80 pour les 2 arrondissements seuls. Alors, nous avions également au niveau des écoles maternelles, vous avez 14 écoles maternelles, 12 écoles maternelles publiques et 2 privées dans la commune de Père-Arain à la rentrée 2015-2016. Sur les 12 écoles maternelles publiques, l'arrondissement de Guinagourou seul compte 6 écoles maternelles. Sur combien d'arrondissements? Sur 6 arrondissements. Sur 6 arrondissements. Pendant que les autres arrondissements ont chacune une école maternelle. Est-ce que vous avez cherché à savoir si cette répartition qui est faite là est liée au poids démographique de la zone? Oui, nous avions également touché un peu à cet aspect démographique. L'arrondissement de Niensi, par exemple, n'est pas l'arrondissement le plus peuplé de la commune de Père-Arain. C'est l'arrondissement de Guinagourou, oui, qui est l'arrondissement le plus peuplé. Mais lorsque vous prenez également l'arrondissement de Pané, normalement, il n'y a pas tellement un grand écart entre ces différents arrondissements en matière de densité de la population. Voilà. Donc, nous avions cherché à savoir quand même pourquoi cette disparité au niveau de la commune de Père-Arain. Le maire de la commune, puisque nous avions réussi à la rencontrer. Vous avez pu la voir. Voilà, oui, elle nous a même beaucoup c'est une dame. C'est une dame, elle nous a beaucoup plus facilité la tâche sur le terrain. Okay. Parce qu'elle nous a, lorsqu'on l'a contactée, elle n'était pas à Père-Arain, elle était à Parakou. Elle a mis toute son administration à notre disposition pour qu'on puisse avoir accès à toutes les informations dont on a besoin. Donc là, au moins, le travail a été aisé. Voilà, oui, le travail était vraiment très aisé de l'autre côté. Et ensuite, elle nous a reçus maintenant à son domicile où on a pu échanger sur la plupart des questions qui nous préoccupaient. Donc, avec elle, on avait pu comprendre que la disparité qui s'est observée au niveau des infrastructures marchandes, c'était que la mairie ne pouvait pas construire des marchés ou bien des hangars dans des localités où le PIB communal n'était pas tellement consistant. Donc, c'est ça qui a fait que la plupart des hangars et des marchés étaient concentrés dans l'arrondissement centre de Père-Arain. Maintenant, dans le secteur de l'eau, pourquoi cette disparité? C'est que l'ancienne stratégie de demande d'eau, pour avoir accès à l'eau potable dans la commune de Père-Arain, il fallait débourser une somme de 200 000 francs pour avoir un point d'eau ou un forage. Alors, aller demander dans la commune de Père-Arain, avec le revenu aujourd'hui de ces ménages-là, qui étaient ceux-là qui pouvaient débourser la somme de 200 000 francs pour avoir un point d'eau, si ce ne sont pas ces hommes politiques-là. Encore les hommes politiques. Voilà, donc c'est pratiquement une opportunité qui est donnée
à ces hommes politiques de toujours réaliser des infrastructures à des fins électoralistes. Donc voilà un peu quelques disparités que nous avions pu ressortir dans la commune de Parakou et de Peraré. En dehors de ces différentes infrastructures réalisées de façon officielle via les programmes communaux de développement, mais il y a quand même souvent des ONG, des personnes de bonne volonté, des particuliers qui offrent ces infrastructures aux populations. Vous faites quand même l'état des lieux lors de vos investigations pour voir un peu l'impact que cela a sur la vie des populations. Exactement, vous avez raison. Je m'en voudrais de ne pas aborder cet aspect puisque avec le PDC, l'opportunité est donnée à tout individu de réaliser sur fonds propres des réalisations qui sont contenues et des infrastructures qui sont contenues dans le PDC. Lorsque j'ai mes propres sous, je peux décider de construire une école qui était contenue par exemple dans le PDC, je peux le réaliser sur fonds propres. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions? Bon, il n'y a pas de conditions. Donc, il n'y a pas de conditions. N'importe qui peut se lever. N'importe qui peut se lever. Avec n'importe quel argent. Décider de construire un hôpital, une école ou tout ce que vous voulez pour servir la population. Je pense qu'au niveau du secteur de la santé, c'est beaucoup plus réglementé, comme je l'ai dit. Mais lorsque c'est une infrastructure éducative, un marché, un centre de développement communautaire, je pense que c'est possible. Et je pense que le chef service planificateur de la mairie de Parakou a été clair et il a même dit que c'est d'abord ça l'idéal. Oui, si c'est bien aujourd'hui que n'importe quel individu peut se lever et réaliser une infrastructure, l'essentiel est que ça serve à la communauté. Oui, l'essentiel est que ça serve à la communauté. Mais c'est également une autre opportunité qui est donnée aux hommes politiques de réaliser de réaliser ces infrastructures à des fins électoralistes. C'est-à-dire quoi? Nous allons partir d'un exemple très palpable que nous avions constaté dans la commune de Parakou. Le planificateur a voulu se réjouir en disant, voilà, il y a récemment un centre de développement communautaire qui a été construit par un député dont je vais taire le nom ici, au quartier Alaga. Alors, et que ça a été construit sur un espace public. Alors nous sommes allés sur le terrain effectivement pour pouvoir vérifier, constater ce joyau. Et là, nous avions vu que vraiment c'était un véritable joyau qui a été construit dans cette localité. Mais lorsque nous sommes référés à l'ISIB, l'indice synthétique d'accès aux infrastructures de base de la localité du quartier Alaga, 6,8% des populations avaient accès aux services sociaux de base. Là, nous sommes dans le premier arrondissement de la commune de Parakou. Dans le même arrondissement, à quelques 5-6 km, nous avons le quartier Sawararo, où l'indice synthétique d'accès aux infrastructures de base est de 1%. À peine 1% de la population de ce quartier Sawararo ont accès aux services sociaux de base. Donc, le choix a été... Alors, quelle est alors l'urgence au niveau de ces deux quartiers-là? Quel quartier devrait bénéficier de cette infrastructure? C'est le quartier Sawararo. Alors, je ne vous le fais pas dire, mais de toute façon, cela montre clairement qu'il y a encore quelque chose à corriger par rapport à cette opportunité qui est donnée à tout individu de réaliser une infrastructure du PDC sur fonds propres. Il faut pouvoir peut-être exiger que les urgences soient priorisées dans ces réalisations-là. Donc, si au quartier Alaga, où plus de 6% ont déjà accès aux services sociaux de base, alors qu'à côté, à peine 1% ont accès, pourquoi alors encore aller réaliser si ce n'est pas des fins électoralistes? Mais on pourrait comprendre aussi qu'au niveau du quartier Alaga, 6% sur 100%, il reste quand même un gap important Alors, Peggy Ludovic, lorsque eux, dans le quartier Alaga, sont déjà à 6% et que vous battez pour que ça puisse atteindre 10 à 15%, pendant ce temps, ça va être toujours à 1%, vous ne luttez pas réellement contre la pauvreté. Mais vous l'accentuez accentuez en définitive la pauvreté. Et cela plombe réellement les efforts qui sont consentis au niveau central en ce qui concerne la lutte contre l'extrême pauvreté et dans nos communes. Voilà. Est-ce que les populations que vous avez rencontrées
remarque ça? Est-ce qu'elle remarque la chose et s'en plaigne, ou c'est pratiquement, comment on va dire, on se tait là-dessus, on n'y voit même pas de problème? Bon, moi, je vais profiter pour vous raconter une petite anecdote dans la commune de Péraret. Je pense que ça doit être le village de Santou. On était allé dans un village de Santou où il y avait deux petits-enfants avec leur maman au bord du marigot qui prenaient de l'eau dans du bidon. La couleur de l'eau n'était pas du tout ce qu'on pouvait espérer. Qui mettaient ça dans du bidon. On s'est arrêté, on a demandé à la dame, avec l'aide de celui qui nous aidait à faire les courses surtout, à quoi devait servir cette eau? Ça devait servir à faire la cuisine. Wow. Oui, ça devait servir à faire la cuisine. Alors on a dit, nous avions demandé, vous n'avez pas de point d'eau, et que font vos élus? Ils disent qu'ils ne votent pas. Ah, eux, ils ne votent pas. Qu'ils ne votent pas. Au fait, le véritable souci qui se pose, c'est que la plupart de ces communes, de ces localités pauvres, ce sont des localités où les populations ont difficilement des actes de naissance. D'accord. Ce sont des localités où les populations n'accordent pas trop d'intérêt à ces affaires d'élection, de scrutin, aller au vote. Déjà, ils n'ont pas les pièces d'état civil. Donc, personne ne veut les aider à avoir ces pièces, histoire quand même de pouvoir voter. Donc, carrément, c'est des gens sans intérêt pour ces hommes politiques. C'est ce que vous voulez dire. Exactement, voilà, oui, c'est des gens qui... Alors que malheureusement, on pouvait les aider à avoir ces actes de naissance, on pouvait les aider à intégrer le monde, on pouvait les aider à servir à quelque chose quand même, mais on les ignore tout de suite parce que tout simplement, ils ne constituent pas des voix gagnées durant des élections. Et des localités comme celle-là, vous en avez eu combien? Il faut redire. Le nom de la localité pour que les gens puissent savoir. Je pense que oui. Cette anecdote que je vous ai rencontrée, c'était dans le village de Sontou, dans la commune de Péraret. Et après ça, oui. Après ça, nous sommes repartis à la mairie pour rencontrer le chef service technique qui nous a également confirmé que oui, la plupart, il y a près d'une vingtaine de villages ou bien une dizaine de villages où les populations n'ont même pas date de naissance. Et pourquoi cela? Il nous a fait comprendre que ces localités étaient sous domination nigériane jusqu'à il y a encore un an. Donc, il y a encore un an. Il y a encore un an. Donc, toutes ces localités étaient sous domination nigériane. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que vous avez cherché à comprendre un peu? Bon, nous avions cherché à comprendre, c'était que la plupart des rois qui étaient dans ces localités obéissaient à des ordres d'un autre roi nigérien. D'accord. Donc, ce qui a fait que ces rois nigériens, sachant très bien que ces localités, étant des localités béninoises, n'ont pas investi réellement pour développer ces localités-là. Donc c'est après que la mairie ait récupéré maintenant toutes ces localités que la mairie de Péraret a commencé maintenant par faire des efforts pour pouvoir donner des actes de naissance et faire des réalisations dans ces localités-là. Voilà. Ok, Monsieur Aziz Badarou, il nous reste environ 1 minute 30 secondes pour conclure ce décryptage. Que faire pour changer les donnes? Donc, je pense que le temps est vraiment allé très vite. Ouais, ça passe vite. Voilà, donc que faire? Je pense qu'on a parlé du système d'information territoriale au cours de l'enquête qui a été réalisée, qui est un outil conçu par la délégation à l'aménagement du territoire et qui permet à toutes les communes de pouvoir répertorier chaque année les infrastructures disponibles dans chaque localité et de pouvoir réaliser des infrastructures en adéquation avec les besoins de chaque localité. Cet outil n'existe pas dans la plupart des communes. La commune de Péraret n'en dispose pas. Parakou qui n'en dispose pas ne s'en sert pas comme il le faut. Donc le souhait aujourd'hui, c'est que cet outil puisse être réellement généralisé dans toutes les communes et pour que ce soit vraiment le socle des politiques d'offre des services sociaux de base dans les différentes communes. En dehors de ça également, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra recadrer un tout petit peu l'implication ou bien l'influence des hommes politiques au niveau du processus d'élaboration des documents de planification.
Voilà, donc voilà quelques recommandations que nous avions eu à faire à la fin de cette enquête. Voilà. Merci à vous. Aziz Badaro, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation au quotidien d'information et d'investigation Matin Libre. Et avec vous, nous sommes allés quand même à la découverte de ces hommes politiques qui sèment vraiment la pauvreté telle que votre titre le dit. Et on a compris que, eh bien, ils ont les mains libres par rapport à la réalisation sur fonds propres des infrastructures, notamment contenues dans le PDC, le plan de développement communal. Et à ce niveau, il faudrait appeler les pouvoirs publics à avoir un œil là-dessus pour que vraiment on puisse arbitrer la chose, histoire de ne pas laisser à volo n'importe quel politicien venir dans la localité faire ce qu'il veut pour des visées électorales afin donc d'en tirer des prébendes. Ce que nous allons demander aussi à la sortie de cette émission, c'est que ce travail quand même puisse être porté à la connaissance de ces pouvoirs publics-là pour que des décisions urgentes et idoines soient prises pour corriger le tir. C'était donc l'instant décryptage fait croiser sur Eden Télévision. Prenez le rendez-vous demain pour un autre numéro et prenez du plaisir en notre compagnie.